Alors, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi ou vendredi, quand on a corrigé la première partie du chapitre B, voilà le contenu de ce que nous avons fait. Donc, chapitre B, nouveau chapitre sur la géothermie et les propriétés thermiques de la Terre. Et vous aviez du vocabulaire de base à revoir. Donc, comme dit en introduction dans Pronote, géothermie vient de géotherre et thermos, chaud. Donc, c'est vraiment ce qui concerne la chaleur de la Terre. Et c'est à la fois la science qui étudie donc ces phénomènes, mais c'est aussi le nom qu'on donne à la technologie, aux processus industriels qui vont permettre de l'exploiter. Donc, ceci se base sur le flux de chaleur donc, qui est dégagé à la surface, à connaître comme valeur le flux de chaleur moyen, le flux géothermique moyen à la surface de la planète est de 60 milliwatts par mètre carré, mais avec de grandes variations. On va de 20 à 250 et même il y a des valeurs encore plus importantes. À ne pas confondre avec un paramètre auquel il est lié, qui est le gradient géothermique. Donc ce gradient, lui, peut être mesuré directement dans des forages dans la croûte, et c'est donc le coefficient qui relie la température et la profondeur. Donc c'est la mesure de variation de température en fonction de la profondeur. Gradient veut dire variation en fait. Un gradient indique une variation d'un paramètre. Donc ce gradient géothermique, il est représenté par une courbe qu'on appelle le géotherme dans un graphique. Donc pareil, les valeurs moyennes à connaître pour la planète Terre, au niveau, attention, continental, au niveau de la croûte continentale. Donc ce gradient géothermique est de 3 degrés pour 100 mètres, avec là encore des grandes variations. Les croûtes les plus froides qui sont à 1 degré pour 100 mètres et qui peuvent aller à 5 à 20, 10, 20 degrés pour 100 mètres. Donc de grandes variations, connaître les valeurs moyennes. Donc il s'agit dans ce chapitre de comprendre l'origine du flux géothermique, c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Et puis dans une deuxième partie, de comprendre les conditions pour l'exploiter et la façon dont on l'exploite. Ce sera donc la deuxième partie du chapitre. Donc de la production interne de chaleur au flux géothermique de surface, on va d'abord s'attaquer à l'origine de la chaleur interne de la planète. Donc page 229 de votre manuel. Vous aviez ces documents étudiés, l'objectif étant de calculer l'énergie thermique produite par chacune des enveloppes. Vous aviez ici les éléments dits radioactifs présents dans les différentes enveloppes terrestres, ainsi que l'énergie produite par leur désintégration, et donc de l'énergie ici thermique. Donc en effet, la désintégration radioactive libère entre autres de la chaleur. Donc, pour chaque élément, vous aviez un coefficient que moi je vais appeler D dans la formule qui va arriver. Et on nous disait, chose importante, que cette source d'énergie interne, inépuisable, mais attention, inépuisable à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de la planète, cette source est épuisable. Donc l'échelle d'observation est importante. Et que donc cette source d'énergie interne, cette énergie interne par désintégration radioactive, produit, alors on dit aujourd'hui, au moins 75% de l'énergie thermique dissipée par la planète. Donc vous aviez ici le tableau de référence avec la masse en kilos et la concentration des éléments pour chaque enveloppe. Donc une concentration des éléments en ppm qui signifie partie pour million, donc 1 mg par kilo de roche. Donc on s'assure bien de ne pas se tromper dans les unités. On avait une formule ici qui était donnée. Donc l'énergie libérée par une enveloppe en watts va correspondre donc à la masse de l'enveloppe multipliée par la somme des différentes chaleurs produites par des intégrations radioactives, c'est-à-dire la somme pour chaque élément de la chaleur produite. Donc il s'agira à chaque fois de multiplier la concentration donc, en partie par million, multiplié par 10 puissance moins 6, puisque là on est en milligrammes et nous on veut des valeurs en kilos pour harmoniser. Et puis multiplié par la production d'énergie thermique par désintégration.
Donc ceci nous donne comme résultat, attendez, j'arrive, voilà. Donc pour la croûte continentale, croûte océanique, manteau, noyau. Hein, donc on peut les classer, on s'aperçoit tout de suite que le manteau est loin devant. Et en dernier lieu, on va avoir le noyau. Donc le manteau est le premier producteur. Ensuite, nous avons la croûte continentale, puis la croûte océanique, et en dernier niveau, le noyau. Donc nous, ce que nous avons à retenir, c'est que le manteau est donc le principal producteur de l'énergie géothermique par désintégration radioactive. Une deuxième question qui était donnée, c'était d'identifier les contextes géodynamiques où le flux géothermique est le plus important. C'est plutôt pour la suite des activités. Donc nous avions une carte globale document 4 où on voyait clairement que les flux géothermiques en milliwatts par mètre carré étaient situés, si on connaît bien sa carte maintenant tectonique, au niveau des dorsales. Et puis on voit plein de petits points ici, par exemple, qui se situent, là on reconnaît cette partie-là, la fameuse ceinture de feu du Pacifique. Et on doit savoir que c'est une zone de subduction. Hein, mais par contre, on voit qu'ici, dans ces zones de subduction, ce sont des petits points. Si on va plus près au niveau de la zone du Japon, que nous savons être là encore une zone de subduction, on s'aperçoit que au niveau ici de la fosse, hein, qui est à droite, on est plutôt dans les tons bleu-vert, c'est-à-dire des flux géothermiques bas. On rappelle que la moyenne, c'est 60. Donc un faible flux géothermique au niveau, normalement, des zones de subduction, mais au niveau de la fosse de subduction. Par contre, on voit là clairement que les points rouges de fort flux géothermique sont en fait situés sur les îles, et on rappelle que ces îles sont des arcs volcaniques. Donc on va associer comme proposition, on le vérifiera plus tard, que ces points de flux géothermique importants localisés très précisément au niveau des zones de subduction correspondent en fait aux zones de volcanisme et de magmatisme, et pas la zone de subduction en elle-même. Et donc au niveau de cette carte, c'est tout ce que l'on pouvait voir. Donc on retrouve bien dorsale et arc volcanique des zones de subduction, toutes les deux étant d'ailleurs des zones d'activité magmatique. N'oublie pas qu'ici on a une forte accrétion océanique par magmatisme. Et le flux faible au niveau des fosses. Ok, donc en conclusion, donc la partie à retenir, et je vais amener quelques éléments nouveaux. Pour ce petit 1, c'est que la chaleur interne, elle est bien produite, comme on l'a vu, à environ 75% par désintégration radioactive des éléments uranium, thorium et plomb. Et c'est le manteau, et non pas la manteau, dû à son volume et à ses richesses en éléments, qui est la principale source de cette énergie interne. Mais il y a aussi une deuxième source d'énergie interne, qui est la cristallisation du noyau. En effet, la planète a été formée par accrétion, par collision de nombreux matériaux au moment du Big Bang, enfin après le Big Bang, et ces matériaux, avec l'énergie de la collision, ont fondu, puis ont commencé à se refroidir. Aujourd'hui, la majorité de la planète est solide. Au niveau du noyau, on sait que la graine du noyau est solide, mais le noyau externe est encore liquide. De nombreux calculs montrent qu'en fait, le noyau est en train de se cristalliser. Donc il est en train de se solidifier et donc il se refroidit et il libère de la chaleur. Il la libère où? Autour de lui, c'est-à-dire au niveau du manteau. Donc cette énergie résiduelle qui finalement est le résultat encore et ce qui reste de l'énergie de formation de la planète participe par cristallisation du noyau à environ 20-25% de la chaleur interne totale. Donc ici, ce qui est important, c'est de bien comprendre que finalement, la planète est chauffée dans la masse, c'est-à-dire que la totalité du volume de la planète produit de la chaleur, et non pas le centre de la planète, comme c'est l'image qu'on peut avoir un petit peu dans notre tête. Donc c'est bien l'ensemble de la planète qui produit de la chaleur, avec en particulier le manteau.